La Semois prend sa source dans la ville d'Arlon, en Belgique, dans le sous-sol de la rue Sonetti. Elle se dirige ensuite vers la Gaume, qu'elle traverse, et qui constitue la majeure partie de son trajet pour entrer en Ardennes. Elle entre en France à hauteur du village des Hautes-Rivières pour se jeter dans la Meuse à Monthermé, 10 km après avoir quitté la Belgique. C'est au cœur de la ville d'Arlon qu'on peut découvrir la source de cette rivière, un petit filet d'eau qui va bientôt grandir. De village en village, de méandre en méandre, la Semois, de ruisseau, devient rivière et prend de l'ampleur. Au long de cette rivière, se sont développées de nombreuses activités. À Ruhl, non loin d'Arlon, on fabrique de la bière. Donc vous êtes ici à la brasserie de Ruhl. C'est une brasserie qui est située le long de la Ruhl, qui est une rivière affluente de la Semois. Donc je me suis installé ici en 2000, donc il y a maintenant 26 ans. Au départ, c'était simplement parce que je voulais faire de la bière. J'avais un diplôme de brasseur en poche et je voulais faire ma propre bière. Et donc j'ai commencé dans le hall d'une ancienne grange. Et puis après, progressivement, j'ai agrandi. Et donc maintenant, ça fait qu'on vend notre bière un peu partout en Belgique. On la vend aussi à l'export, pas mal sur le marché italien. Alors pour faire de la bière, il faut une bonne eau. Il faut savoir qu'une bière à 5%, c'est à peu près 90% d'eau. Donc pour faire une bonne bière, il faut une bonne eau. Et pour ça, on a la chance ici dans le village de Ruhl d'avoir un approvisionnement en eau qui est encore géré par la commune et qui vient directement de la forêt de Ruhl. Et c'est encore un vieux système de captage d'eau gravitaire. C'est-à-dire que le captage d'eau se situe dans la forêt qui est beaucoup plus haute que le village. Et donc simplement par la différence de dénivelé, c'est ça qui crée la pression dans les tuyaux de distribution de l'eau. Et c'est une eau qui n'est pas traitée, qui n'est pas chlorée, qui est très peu minéralisée. C'est ce qu'on recherchait pour faire notre bière. Alors, les autres ingrédients qu'on va retrouver dans la bière, c'est les mêmes qu'on retrouve dans toutes les bières. C'est le malt d'orge, le houblon et la levure. Ce sont vraiment les ingrédients essentiels. Nous, on travaille qu'avec cela. On utilise pour certaines bières d'autres céréales comme l'épeautre ou comme le froment, mais c'est de manière très anecdotique. Et pour l'épeautre, on travaille avec un épeautre qui vient directement de la forêt d'Ardennes, qui sont des vieilles variétés d'épeautre. Alors en fait, ici, nous, on a comme particularité de travailler encore dans des anciens systèmes de production. C'est-à-dire qu'on travaille par exemple en fermentation ouverte. Ce sont des tanks ouverts. Ces systèmes-là étaient utilisés par le passé. Il y a 40 ans, on travaillait encore beaucoup avec ça. Et maintenant, ça s'est perdu pour des systèmes fermés. Et nous, on travaille toujours en système ouvert, qui permet de voir ce qui se passe, qui permet de bien récupérer la levure. Il faut savoir que la fermentation est quelque chose d'essentiel pour faire la bière. C'est ce qui permet de transformer le sucre qu'il y a dans le mou en alcool et en gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et que cette fermentation, elle va apporter aussi des arômes dans la bière, notamment des esters. Et nous, on a des bières qui sont très marquées sur ce profil-là et qui ne sont pas nécessairement des bières qui sont très houblonnées. Donc on aime bien l'amertume, nos bières ont du houblon, mais on ne cherche pas à faire des bières très houblonnées, on cherche toujours à faire des bières qui sont très équilibrées, qui se boivent en fait. Parce que nous, on estime qu'une bonne bière, c'est une bière pour laquelle, une fois qu'on a fini son verre, on a envie d'un deuxième, voire d'un troisième, selon ses capacités à boire. Et moi, au niveau de mes bières, je ne fais que des bières qui sont à mon image, qui sont plutôt à mon goût. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des bières fruitées, par exemple, je ne vais pas faire des bières sucrées. Je fais que des bières pour moi, je suis un peu égoïste à ce niveau-là. Et donc, parfois, les gens me demandent certains types de bières, mais moi, je ne les fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce qui définit en fait que la brasserie artisanale de Ruhl, ça s'appelle artisanale, parce qu'en fait, je suis l'artisan. Et un artisan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie et qui ne sont pas obligé de faire en fonction de ce qu'on lui demande. Et ici, là, je suis mon propre patron, je suis mon propre service marketing, je suis mon premier goûteur. Et c'est pour ça que je me définis comme une brasserie. Bouillon est un centre touristique important, notamment pour son célèbre château,
qui domine la Semois du haut de son rocher. Le duc Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre, est le personnage le plus célèbre de la localité. Duc de Basse-Lotharingie, il a vendu son château de Bouillon, une des principales forteresses de son duché, à l'évêché de Liège pour financer la première croisade. Le tombeau du géant est l'un des plus impressionnants panoramas de Belgique. Le point de vue de Botassar vous offre une vue à couper le souffle sur cette boucle de la Semois. À Husimont, non loin de Bouillon, on peut découvrir un endroit quelque peu étrange, peuplé d'une multitude d'oiseaux immobiles et silencieux. Ces drôles d'oiseaux sont en bois. C'est le domaine de Paul Peters, tourneur sur bois, mais quelque part un peu magicien. Alors voilà, eh bien, dans ce morceau de bois, il y a un oiseau qui vole. Alors, je vais vous montrer un oiseau qui vole, voilà, qui sera pendu comme ça. Et c'est du tournage. Quand les amis voient ou les clients voient cet oiseau, ils disent non, c'est pas tourné, c'est pas possible. Bon, donc j'étais chez un ami avec qui j'ai fait du tournage et je lui ai offert des oiseaux posés. Il m'a dit on peut les faire voler. Et donc j'ai mis une technique au point. Je vais vous montrer comment je fais pour sortir un oiseau de ce morceau de bois. Voilà une ébauche. Et voilà le morceau de bois brut. Je l'installe entre pointes. Pas tout à fait centré puisqu'il aura une forme découpée après tournage et je vais dégrossir sa forme. Alors, dans ce que j'explique aux élèves au niveau des courbes, des mouvements qu'on va donner au morceau de bois, ce qui est important, c'est de travailler avec tout son corps. C'est-à-dire que on va jouer sur les chevilles, les genoux et les hanches pour être toujours bien droit, mais pouvoir tourner sur un axe. Donc, quand je pose mon outil et que je fais un mouvement, l'outil est posé contre mon flanc, et je fais un mouvement avec les jambes. Donc j'ai un appui sur la jambe gauche et je passe sur la jambe droite. Hop. Alors quand les oiseaux volent, les plumes du bout des ailes, ces plumes-là sont ouvertes comme une main. Ça fait comme ça. Et donc les petites lignes ici, ça va être les plumes du bout des ailes. Voilà, ici, cette partie-là. Ça va former les plumes. Voilà, il faut les poncer. Voilà, la partie tournage est finie. Je vais retirer le morceau de bois du tour. Et donc je vais découper, enlever tout ceci. Et enlever ceci. Et ceci. Et on aura une silhouette d'oiseau. Alors, eh bien, comme on parle de la Semois, je peux vous dire que je suis né à Arlon, donc la Semois, c'est vraiment mes origines. Et puis, après avoir fait des humanités latin-grec pour faire plaisir à mes parents, ben, je suis retourné à mes premières amours, c'est-à-dire le bois.
Quand j'étais enfant, je prenais ma bicyclette, j'allais à Marbehan chez ma grand-mère et j'avais les outils de mon grand-père. Et donc là, je pouvais tourner, martoquer, sculpter à loisir. Et le bois, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc après ça, j'ai fait des études de graphisme et puis j'ai été aussi tisserand. J'ai commencé comme tisserand et construire des métiers à tisser. Et puis petit à petit, j'ai découvert un tourneur qui s'appelait Peter Quist. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc ça a été vraiment une révélation, cet atelier de tournage. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Maintenant, ça fait 46 ans maintenant que je tourne, 48 ans, oui. 48 ans que je tourne. Et je suis bon qu'à ça. Voilà. Alors, j'ai commencé par des pieds de lampe, parce que comme j'étais tisserand, eh bien, je tissais des luminaires, des abat-jours, et donc il leur fallait un pied. Donc j'ai commencé à tourner comme ça. Et puis ça a évolué, j'ai rencontré des grands tourneurs professionnels comme David Ellsworth, Burt Match, Alain Maillan, avec qui j'ai travaillé. Et eux m'ont vraiment appris mieux que des professeurs, parce que ce sont des professionnels, donc vraiment des grandes pointures, quoi. Et donc maintenant, à mon tour, je peux donner des cours et donc enseigner. Le temps est venu pour moi d'enseigner ce que j'ai appris, de partager mes erreurs pour que les élèves ne fassent pas les mêmes. Et donc voilà. Pour le moment, je tourne surtout des oiseaux. Je suis vraiment attiré par les oiseaux parce que j'ai pris conscience qu'on n'en a plus beaucoup, des passereaux, on en a de moins en moins, à peu près un tiers en moins qu'il y a quelques années. Et donc je trouve que c'est important d'une part de leur rendre hommage parce qu'ils font notre quotidien et en même temps voilà, faire prendre conscience aux gens de l'importance des oiseaux. Alors un ami à qui j'en ai offert des oiseaux posés, donc, c'est-à-dire avec les ailes fermées, m'a dit on peut les faire voler. Et donc ça m'a interpellé et je me suis dit oui, on peut les faire voler, comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir leurs ailes? Et donc j'ai mis au point deux techniques pour pouvoir faire des oiseaux qui volent. Donc il y a une partie qui est découpée, j'enlève tout ce qui dérange, comme en sculpture. Donc il y a le tournage est non pas une fin en soi, mais un moyen d'aborder la forme de l'oiseau, et puis je découpe les ailes après et j'obtiens un oiseau qui vole. Voilà. Alors voilà une autre technique pour faire des oiseaux en vol. Donc j'ai réalisé un gros cylindre qui a comme forme le profil d'un oiseau. Et donc j'ai donné ça avec mes outils, j'ai donné cette forme-là. Donc je découpe après la silhouette de l'oiseau et j'obtiens un oiseau. Bah, ça c'est un modèle un petit peu plus grand, voilà, mais on voit très bien l'oiseau qui vole quand il est terminé. Et voilà. Antoine Poncelet a retrouvé les méthodes ancestrales de culture du tabac qui risquaient de disparaître pour conserver cette partie importante du patrimoine local et destinée à un usage personnel. La culture du tabac, elle s'étale sur en fait, l'année. Le travail du planteur s'étale quasiment sur l'année parce que donc, au mois de mars, on va brûler les couches. Donc on va chauffer la terre pour retirer pour brûler toutes les graines des autres plantes, parce que la graine de tabac est très petite, c'est une graine qui fait, dans un dé à coudre, il y a 10 000 graines, donc par gramme il y a 10 000 graines plus ou moins. Donc comme elle est très petite, il faut qu'elle n'ait pas trop de concurrence des autres plantes. Et donc ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a brûlé les terres et préparé la couche, on va mettre des graines dans du terreau à l'abri dans la maison pour que, avec la chaleur, les graines commencent à germer. Et une fois qu'elles commencent à germer, que le processus de germination est mis en route, on va les semer dans les couches qu'on va protéger du gel. Donc si on annonce du gel, on met un petit voile de forçage ou du papier journal et un carreau pour protéger vraiment le maximum du gel. Puis ça va démarrer tout doucement. Là, le seul soin qu'on a, c'est l'arrosage jusqu'à peu près la mi-mai, quand les plants font 6 à 8 feuilles. Et là, après les 5 glaces, quand il n'y a plus de risque de geler, on va repiquer les tabacs dans le champ
à une distance entre 60 et 70 cm l'un de l'autre, quoi. Donc on plante au carré et donc on a un grand râteau avec des dents qui sont à 60 ou 70 cm et alors on fait des lignes et dans les deux sens et alors à chaque intersection de ligne on va replanter un tabac. Après cela, donc on va nettoyer le terrain donc pour que le tabac soit seul sur le terrain, donc il ait toute la place. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et une fois que le tabac va grandir, on va faire ça encore jusqu'à la mi-juillet plus ou moins. Et puis après le tabac va vraiment commencer à prendre toute la place et il va développer sa hampe florale parce que donc le but de la plante c'est de se reproduire et donc de faire des graines. Et elle va faire sa hampe florale pour faire des graines. Nous, ce qu'on a envie c'est que le tabac soit avec les feuilles les plus larges et les plus épaisses possibles. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va casser la hampe florale pour que la plante donne toute son énergie dans les feuilles. Mais elle a toujours cette envie de se reproduire, donc elle va redévelopper des tiges secondaires à chaque aisselle des feuilles et ces tiges secondaires on va venir les couper. On appelle ça le jettounage. Et donc on recoupe chaque tige secondaire des feuilles de tabac qui ressortent et là on vient piquer les tabacs et on les met sécher dans les séchoirs. Ça, ce sera à peu près jusqu'à novembre-décembre. Et puis alors on va reprendre le tabac et les feuiller. On va former des manocs. Des manocs, c'est des assemblages de feuilles. Ces manocs, on va les laisser ressécher encore un petit peu pour qu'elles soient à la bonne hygrométrie avant de former les ballots. Et les ballots, c'est la version finale du travail du planteur. Et donc, quand on forme les ballots, souvent, on est à la fin février, début mars, janvier, février, quoi. Bienvenue dans l'atelier musée du tabac de l'Assois. Donc ce musée existe depuis à peu près 25 ans. Donc le tabac ici dans la vallée de l'Assois arrive en 1860 avec un monsieur qui s'appelait Joseph Pirret, qui était un peu fou, qui habitait à Halle. D'ailleurs une stèle maintenant à Halle, je ne sais pas si vous êtes promené dans Halle, une stèle avec l'effigie de Joseph Pirret. Et lui a eu l'idée de planter du tabac dans la vallée. Il avait fait un peu des études et s'est rendu compte que la vallée de l'Assois était très pauvre. Et ce sont toutes des petites parcelles. Ouais, on n'a pas 10 hectares d'un coup. Ici, regardez par exemple le site de Frahan, c'est tout petit pour des agriculteurs. Et donc en 1860, il avait fait ses études et il s'est rendu compte que le tabac pourrait être vraiment adapté au climat et au sol de la vallée de l'Assoumois. C'est un sol assez pauvre, assez schisteux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y avait toutes les brumes de l'Assoumois qui pouvaient amener l'apport d'humidité pour le plant de tabac. Donc en faisant l'un dans l'autre, il s'est dit, je vais essayer de planter quelques arbres de tabac. Quand il en a fait part aux autres, d'ailleurs il a commencé à faire des semis et tout. Quand il en a parlé aux gens, tous les gens disaient mais il est fou. Revenez 160 ans en arrière, le tabac n'était quand même pas dans les mœurs, on ne fumait pas partout, c'était plus une plante médicinale pour certains. Mais lui il s'est rendu compte qu'il y aurait une demande de tabac à fumer ou à priser, principalement, ou bien à machiquer, mais ça c'est venu plus tard. Et donc Joseph Pirret a planté quelques arbres et il a vendu ses récoltes. Il y avait notamment la garnison à Bouillon, qui était à l'archéoscope maintenant, au Sépulcrine. Et avant 1920, il n'y avait pas de taxation, donc je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais j'ai retrouvé les chiffres à partir de 1920. On plantait, écoutez bien, ici dans la vallée de l'Assoumois, principalement de Herbemont jusqu'à la frontière française, jusqu'à Montermé, on plantait 20 millions de plants de tabac sur la vallée de l'Assoumois. C'était absolument incroyable. Chez nous, on met le plant en entier. Donc on prend les plants et on les coupe sur des boudriaux, ça s'appelle des grandes tiges de bois qui font à peu près 1,20 m, avec des pointes sans tête. Et on va prendre le plant et on pique le plant sur la pointe de tabac. On prend le boudriau, on va le mettre dans le séchoir, et là jusqu'à mi-octobre, dès que le tabac est brun, bien brun, à ce moment-là on va effeuiller et botteler. Et donc terminer le tabac en botte comme ça. Élément emblématique des villages de la vallée de l'Assoumois,
les séchoirs à tabac dressent leurs fières ossatures en bois et semblent encore défier les vents. Ces témoins d'une activité qui a fait la richesse et la réputation de la Semois sont toujours présents, en périphérie et au centre des villages, et font partie du patrimoine villageois de la région. Ce pont rustique tressé de bois ou de clay ne servait qu'en période d'étiage et était emprunté par les planteurs de tabac, qui rejoignaient ainsi, sans faire de détour, les terres cultivables le long de la rivière. Aussi est-il démonté à la fin de l'été et reconstitué au printemps suivant. Lambert était le saint patron de Vresse et Agathe, la sainte patronne de la forêt. Pour empêcher Agathe, qui ne se déplaçait qu'en voiture, tirée par des chevaux, de venir à Vresse pour propager la foi chrétienne, Lambert, qui se déplaçait à cheval, fit construire un pont assez étroit et donc inaccessible pour la voiture d'Agathe. Ici, on a débuté la fromagerie ça va faire 11 ans, la fromagerie de la Semois. Et alors nous, on travaille du lait cru, qui est d'origine du village, qu'on prend en direct de la traite pour toutes les fabrications. Et on a un style de fromage dans chaque famille de fromage. On a le fromage frais, on a une pâte molle, et puis alors on a les pâtes pressées, donc l'atome de la Semois nature, l'atome au fenugrec et le rouge ardennais. Donc ici on travaille toujours avec le lait en direct de la traite pour l'avoir chaud. C'est déjà une économie d'énergie au départ, de temps, de goût, de qualité. Tous nos fromages sont fabriqués ici au village, et je fonctionne essentiellement avec les points de vente ici tout autour, les restaurateurs, les cafés, voilà, tout le monde, le secteur HoReCa propose les fromages, chacun, je veux dire, un petit peu à leur tour. Et puis je fais aussi les marchés, ici aussi beaucoup dans la région. Et voilà, et la boutique est ouverte ici à la maison 2 jours semaine. Et les autres jours sont consacrés à la fabrication, à l'entretien dans la cave, à tout ce qui tourne autour du fromage, le côté administratif aussi, et puis voilà. En vraiment régulier, j'ai celui de Vresse-sur-Semois, et puis alors en saison, j'en ai qui viennent s'ajouter ici un petit peu tout autour. Maintenant, j'en ai un aussi à Bulzon, côté français, parce que ça fonctionne aussi très bien juste de l'autre côté de la frontière. Les clients français sont bien amateurs de fromage et se déplacent jusqu'ici ou aux occasions. Voilà, c'est un peu les occasions. Après, on a ici au village la fête du bois, on a la brocante, on a... Là, on vient d'avoir un très gros événement au mois de mai, ce qui était la reconstitution du procès des sorcières, qui était vraiment origine historiquement au village. Donc, on a pas mal d'occasions de se faire connaître, d'ouvrir boutique et d'avoir du monde. Voilà, donc ici, voilà, on a par exemple une fabrication de fromage frais. Donc là, j'ai été chercher le lait hier soir à la ferme, qui a maturé jusqu'à aujourd'hui matin. Et aujourd'hui matin, donc j'ai mis les fromages en moule, qui sont ici, et alors qui vont passer un peu plus de 24 heures en moule, et qui seront retournés 2 fois et salés à chaque retournement, 2 fois aussi. Donc là, je peux vous montrer.
On a donc le petit fromage là qui est à l'égouttage depuis le matin et voici ce que ça donne. Et alors après on le retourne et après quand ils sont tous retournés, on les sale. Mais là je ne vais pas les faire tous parce qu'ils doivent encore rester à l'égouttage jusqu'à fin d'après-midi. Et donc une fois qu'ils sont tous retournés, salés, et je les retournerai une deuxième fois demain matin, salés une deuxième fois. Et après, ils iront au frigo. Ils pourront être épicés de 5 ou 6 façons différentes ici pour moi, ou alors consommés nature, sur une salade, sur une tartine, sur une planche apéritive, de plein de façons. C'est le fromage qui va bien avec la saison du moment. Pour l'été, frais, léger, voilà. Il y a une multitude de choix, mais moi je travaille essentiellement bruschetta, ail fines herbes, un mélange oignon paprika, mexicain, échalote, un mélange de fleurs séchées et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je pense que et poivre, voilà. Et un poivre 4 saisons qui donne pas mal de goût, voilà. Ou alors nature et après les gens l'épice ou le consomment nature comme ils préfèrent. À la saison du jardin, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des herbes aromatiques dans leur jardin et après on peut faire un petit peu comme on a envie, selon son goût. Capitale florissante de la culture du tabac, Bohan, cette bourgade de 400 habitants, devenue un centre commercial réputé et très prisé d'une clientèle française. Bohan est réputé pour son patrimoine culturel et ses événements saisonniers. Le village est entouré de collines boisées, telles que le bois des Mains et le bois de Chevral, qui offrent des sentiers de randonnée avec des vues panoramiques sur la vallée de la Semois. Entre les villages de Bohan et Membres, dans l'un des méandres sauvages de l'Ardenne belge, une passerelle de bois est installée chaque année, entre fin mai et le début de l'automne. Elle est retirée avant les crues hivernales. Cette structure légère, installée chaque année entre fin mai et le début de l'automne, n'a pas vocation à durer. L'argile épouse fidèlement ses sensations et la pression qu'il exerce. La magie s'opère et l'argile, informe, devient vase ou plein. Karl s'est installé dans ce village entouré de forêts où il a trouvé sa source d'inspiration. Il a fait de nombreuses recherches pour enfin aboutir à cet aspect végétal de sa production.
Qu'est-ce qui a déclenché votre volonté de réaliser des projets dans la région? Dans le secteur ici, dans la zone, oui, c'est parce que je suis originaire du coin. Oui. Vous vous êtes consacré à la rénovation de ce grand bâtiment sur la place de Boran. Pourquoi avoir choisi ce lieu? J'étais vide depuis 28 ans quand j'ai acheté. C'est un peu le hasard en fait qui a fait que j'ai acheté celui-là. À la base, j'avais visité celui d'en face qui était à louer. Et puis ça ne s'est pas fait. Et en étant dans Boran, en promenant, on s'est retourné, on a vu celui-là. On s'est dit, en fait, pourquoi ne pas acheter directement? Et c'est comme ça. Il y avait une petite affiche avec un numéro de téléphone et on a appelé. Et puis voilà, on s'est lancé. La folie douce? Oui, c'était un peu un coup de tête, voilà, je me suis dit allons-y, on va essayer, qui ne tente rien à rien. Enfin, je veux dire, j'avais 26 ans, j'avais rien à perdre, quoi. Si je me cassais la figure, tant pis, en fait. Voilà, c'était un coup de folie, oui. C'était à essayer. Pour l'instant, on attaque notre 9e année, donc ça va. Entre-temps, on a ouvert le Troquet Plage à Membres. Et puis ici, c'est l'année passée en face. Donc pour l'instant, ça va, on bosse. On ne s'ennuie pas du tout. Elle est classée. Oui, elle est classée. Donc ça a été, je dirais pas compliqué, mais long, quoi. Parce qu'il fallait les réunions avec tout ce qui est patrimoine, puisqu'elle est classée, les permis d'urbanisme avec la commune, etc. Donc ça a été très long d'être dans tous les critères, les normes incendies, tout ça. Enfin, il fallait que tout s'accorde. Donc ça a été fort long. Donc mon frère l'a acheté en 2016 et on a seulement ouvert en 2025, au mois d'août 2025. Sorrendal, au nom d'origine celtique, est un hameau faisant partie de la commune des Hautes-Rivières. L'industrie métallurgique en est la principale ressource. Jean-Pierre va réaliser un couteau pour un agent de l'Office national des forêts. Donc là, on a pris un morceau d'if, parce que l'if, c'était le bois de la forêt primaire ardennaise. Donc ça, c'est comme c'est pour une personne de l'ONF, il m'a demandé de le faire dans ce bois, qui était donc de la forêt primaire ardennaise. On cherchait les plus belles parties du bois, bien sûr. J'ai 95 ans, et je me disais l'autre jour, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir encore avoir pouvoir entendre une conversation avec toi. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faire de l'acier damassé, c'est différentes couches de métal. Donc on va utiliser des plaquettes de métal. Il faut avoir un acier au carbone, fer carbone, et un acier fer carbone nickel. On va intervertir ces couches de métal. Un fer carbone nickel, un fer carbone nickel. On va maintenir ces petites plaquettes par un cordon de soudure. On va les porter au feu. On va les porter en fait à 1250, 1270 degrés pour faire une microfusion de surface. Là, à ce moment-là, on va les frapper, on va les forger pour les amalgamer entre elles. Une fois qu'on les a soudées entre elles, on étire le pain qui a été forgé et on le replie sur lui-même. Là, vous pouvez voir que ça a été replié 5-6 fois, je ne sais plus exactement.
Ça a été replié plusieurs fois. Et donc, à chaque fois on replie, on recommence l'opération. On ressoude, on reporte à 1250-1270 degrés et on presse ou au martel pour souder les couches ensemble. C'est bien qu'au bout de quelques pliages, on se retrouve, là vous avez un bloc qui est à peu près 250 plis. On peut sentir les plis, tout l'ensemble des couches avec l'ongle. Ensuite, j'ai forgé ma lame et j'ai pratiqué ici trois petites torsades. Et ici, j'ai fait ce qu'on appelle, le dessin qu'on appelle en coutellerie, l'échelle de Mahomet. Voilà. Donc on peut faire sur les torsades et sur l'échelle de Mahomet. Une fois que tout est fini, j'ai meulé et poli mon couteau et on le trempe dans l'acide pour révéler les dessins. L'acier au fer carbone va être attaqué. Le fer carbone nickel, lui, est protégé par le nickel et ne sera pas attaqué par l'acide. Ce qui fait un contraste noir et noir pour le fer carbone et brillant pour le fer carbone nickel. Et on peut même sentir à l'ongle que ça s'est creusé parce qu'on l'a retrempé plusieurs fois, on l'a repassé une toile émerie pour pouvoir creuser un peu ce dessin. Voilà. La technique elle-même, elle vient des Celtes et des Gaulois, mais ce qui n'était pas fait au départ pour créer des motifs, il était fait pour amalgamer les métaux. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des coulées au bas fourneau, mais ils obtenaient des aciers qui n'étaient pas homogènes. C'est-à-dire que dans la même loupe, vous aviez des parties qui étaient quasiment du fer pur, et de l'autre côté, des parties qui étaient quasiment de l'acier très aciéré, fer bourré de carbone. Donc, si vous aviez un fer pur pour faire une arme, parce que le but, au départ, c'était de faire une arme, si vous n'avez que du fer pur, vous allez avoir quelque chose qui va être extrêmement tendre, mais qui ne cassera pas. Et si vous avez des parties qui sont, très carbonées, vous allez avoir des parties très dures si vous les trempez, mais par contre, qui seront cassants comme du verre. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amalgamaient par couches comme ça le métal. Alors, ils l'amalgamaient jusqu'à avoir 1000, 2000 couches. Et d'ailleurs, ce que font encore les Japonais. Les Japonais, avec les fameux sables japonais, on est autour de 3000 couches. Voilà. Ça s'est perdu à une époque parce qu'en fait, en Europe, on a fait des progrès au niveau de la métallurgie et on n'avait plus besoin de faire ces amalgames pour avoir des armes correctes. Ça a été repris ensuite. Je ne saurais plus dire exactement, mais je ne saurais plus vous dire exactement à quelle époque ça a été repris, mais cette fois-ci c'était pour créer des motifs. Au 16e, vous avez notamment des Ardennais, Clouet et Monge. Clouet qui est maître de Forges et Monge, qui est mathématicien et qui eux vont regarder à faire des damas extrêmement compliqués. Des forges existent à Tilley dès le XVIIe siècle. Au milieu du XIXe siècle apparurent de véritables usines, telles que la boulonnerie Mangon et Rousseau. Aujourd'hui encore, la métallurgie est le principal secteur d'activité de ce village.
village classé d'architecture traditionnelle ardennaise s'est développé grâce à la clouterie et avait de nombreux clouteux au XIXe siècle. 4% de ces cloutiers étaient des femmes. Puis vint la boulonnerie. La voie ferrée Monthermé-Haute-Rivière desservait le village. Elle est actuellement remplacée par la Trans-Semoisienne. Après un parcours de 210 km, la rivière arrive enfin à son terme. Elle va grossir les eaux de la Meuse alors qu'elle va faire un dernier clin d'œil à un témoin du patrimoine, l'abbaye de la Val-Dieu.